Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer. Voici les titres de ce journal. La mise en place du Centre gabonais des élections divise la classe politique gabonaise. Des points de vue divergent autour de la mise en fonction qui résulterait des points d'accord de la concertation nationale. Éducation, la première université privée islamique du Gabon a tenu son premier conseil d'administration ce mardi à Libreville. À l'ordre du jour, la révision, le vote, l'adoption des statuts et règlements pour le bon fonctionnement de cet établissement supérieur. À l'étranger, environ 80 femmes au lieu de 50 auraient été enlevées dans le nord du Burkina Faso, une situation préoccupante pour les autorités du pays. Éducation, en ouverture de cette édition d'information, réviser, voter, adopter les statuts et règlements intérieurs et valoriser les désignations de l'administration, des points au menu du conseil d'administration de la première université privée islamique du Gabon, tenue ce jour à Libreville. Chimène Lindon était sur les lieux. Hier, un projet, aujourd'hui une réalisation. Bien qu'étant encore à l'étape embryonnaire, la première université privée islamique du Gabon a tenu son tout premier conseil d'administration. Reviser, voter, adopter les statuts et règlements intérieurs, valoriser la désignation des administrations et proposer le personnel chargé de la gestion, autant de points inscrits à l'ordre du jour de la tenue du présent conseil, chapeauté par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, CESEG, l'imam Ismaël Osseni Ossa. Notre objectif n'est autre que celui que nous avons visé en créant alors le cycle primaire, ensuite le cycle secondaire et en ce jour, par la grâce du Seigneur, je le réitère, alors l'université. Nommé à la tête de la dite université islamique, Farafina Boussougou Boumine est conscient des défis qui l'attendent. Les défis sont ceux de la formation, de la bonne formation de nos jeunes compatriotes, pour que ces derniers, dans le futur, relèvent justement les défis du monde professionnel. Il faudrait que l'enseignement qui va être dispensé dans cette université puisse permettre à terme à nos étudiants de rentrer facilement sur le marché du travail. La première université privée islamique du Gabon se compose de 2 facultés. Une faculté de sciences juridiques, économiques et de gestion et une autre faculté de sciences et techniques de l'ingénieur. Cette université islamique qui reçoit les étudiants musulmans et non musulmans est dotée du matériel de dernière génération, dont une salle d'informatique, une bibliothèque numérique. Les cours ont débuté ce 17 janvier 2023. La capitale gabonaise va accueillir du 19 au 20 janvier prochain un colloque international sur la résilience des PME africaines. L'accent sera mis sur la nécessité de redéfinir le format de la PME et son fonctionnement au lendemain de la crise sanitaire de Covid-19. Regardons. Ce sont des chercheurs issus d'une quinzaine de pays d'Europe, d'Amérique et d'Afrique qui sont attendus pour prendre part aux travaux du colloque international sur la résilience des PME africaines. La rencontre scientifique vise plusieurs objectifs, notamment permettre aux universitaires de débattre des nouvelles problématiques nées au sein des PME du fait de la pandémie de Covid-19. Les meilleurs papiers seront discutés, analysés, revus, corrigés et vont sortir dans les revues dont je viens de parler, donc la revue Projectif et la revue donc RISO. Autre objectif, offrir aux entreprises gabonaises de nouveaux outils de management et proposer au gouvernement de nouvelles solutions pour un meilleur financement des PME. Des défis dans le management, des enjeux dans le développement, notamment le développement du Gabon, du rôle essentiel que la PME peut jouer et est amenée à jouer, notamment dans le cadre de la politique de la relance et de l'accélération de la transformation de notre économie. Sous d'autres cieux, la PME joue un rôle majeur dans la transformation de l'économie. Il s'agirait également de mettre en avant ces modèles de réussite. Et donc là aussi, nous allons leur proposer des solutions pour voir comment booster les PME au regard des exemples que je viens de citer en Floride, donc aux États-Unis, en Californie, aux États-Unis, au Canada, avec la région de Boss.
qui, il y a 20 ans, est une région qui était méconnue. Aujourd'hui, la PME est arrivée dans cette région au Canada, et je cite aussi la Lorraine, en France, et autres, comme au Maroc, comme en Tunisie. Voilà un peu, de façon globale, les bénéficiaires de ce colloque-là, les chercheurs, les PME et le gouvernement. Le colloque international sur la résilience des PME africaines est organisé par le Centre international de recherche en économie et en gestion pour le développement de l'université Omar Bongo, CIREGEP. Les travaux se dérouleront du 19 au 20 janvier à l'Institut national de gestion. Le reportage était signé Estelle Amvan. La suite de cette édition d'information, la deuxième session du conseil d'administration du Bureau gabonais des droits d'auteur et des droits voisins s'est tenue il y a quelques jours à Libreville. Les artistes devraient percevoir leurs droits ce mois de janvier. Quand précisément, quelles sont les conditions relatives au paiement de droits d'auteur? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Marie Edzom, président de l'ASAGA, Association gabonaise des droits des artistes gabonais. Alors bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors avec vous, la première question d'entrée de jeu, quelles sont les circonstances et la date de la création du Bugada? Alors, la question est bienvenue. Il faudrait dire que le Bugada, pour en parler, il faut aller au commencement. L'État avait confié à l'ANPAC, vous avez connu l'ANPAC, l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle, avait désigné l'ANPAC pour créer le Bugada, en octroyant à cet établissement 350 millions de francs CFA entre 2006 et 2010. Jusqu'en 2011, rien n'a été fait. Donc en 2012, le chef de l'État recevait en audience, en mai 2012, recevait en audience le directeur de la SACEM. Vous connaissez la SACEM? C'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société qui fait dans les droits d'auteur en France. Et après le départ du DG de la SACEM, donc après cette audience, le chef de l'État a pris le décret 472 modifiant certaines dispositions du décret 453 qui fixe la tarification des redevances relatives aux droits d'auteur. Et le 16 janvier 2013, il prend le décret 024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Bureau gabonais du droit d'auteur. Donc, le Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins est né le 16 janvier 2013. Voilà. Maintenant, il est créé évidemment par le chef de l'État parce que c'est un décret, mais il est créé pour qui? Il est créé pour les artistes. Et quel est son rôle essentiel? Le rôle essentiel du Bugada est de protéger les œuvres des adhérents, de percevoir les redevances auprès des usagers et de répartir cet argent entre les auteurs, membres du Bugada bien entendu, ou leurs ayants droit. Et peut-être déjà à voir avec vous quelles seraient justement, on va dire, les entités qui sont susceptibles justement de reverser d'argent au sein du Bugada. Mais il y a le décret 453 dans lequel vous avez la liste de tous les usagers qui doivent payer. On peut avoir quelques dans ce décret. Oui, vous avez les bars, les snack bars, les maisons de téléphonie mobile, les taxis, et les boîtes de nuit. Voilà, il y a quand même des taux définis de chaque chacun verse au même, on va dire au même montant. Non, pas du tout. Les montants sont faits en fonction de chaque type d'activité. Alors, nous avons, les taxis payent 10 francs la place, les restaurants 25 francs la place, vous avez les cyber qui payent 1000 francs par jour, vous avez les maisons de téléphonie mobile qui, elles, payent un forfait journalier de 15 francs par ligne. Vous avez les médias, comme vous ici, vous devez verser 8% de votre chiffre, voilà, de votre, comment vous appelez ça, de votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, c'est ça. Alors, est-ce que ce texte-là, ce décret 400 que vous avez cité, 53, avait pris effet dès l'annonce justement de cette mesure? Oui, c'est-à-dire que le décret arrive avant la création du Bugada. Le décret a été pris par le chef de l'État en 2006. Vous voyez, donc le Bugada est né en 2013, donc déjà 7 ans après
le décret a vu le Bugada est créé, il y avait déjà les décrets avant la création du Bugada. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà quand même de fonds au sein justement de la structure au niveau du Bugada. Il y avait déjà quand même des fonds qui permettraient aux artistes de jouir quand même de leurs droits. Mais forcément, les fonds existent depuis 1987, parce que la loi 1/87 a été adoptée, instituant les droits d'auteur, a été adoptée en 1987 et promulguée par le chef de l'État le 29 juillet 1987. Et pourquoi avoir mis autant de temps avant de pouvoir justement permettre aux artistes de jouir de leurs droits? Pourquoi avoir mis autant de temps alors que nous rentrons qu'à la deuxième phase où ces artistes-là devaient percevoir leurs droits? Pourquoi avoir mis autant de temps? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut la poser plutôt au gestionnaire du Bugada. Vous êtes quand même le président de l'association des artistes gabonais. Certainement, vous discutez avec les responsables. Oui, c'est ça. Avoir des fuites, des informations autour du sujet. Oui, mais le temps, vous savez, entre 1987 et 2005, il n'y avait pas encore de décret d'application. Vous savez, ce sont les décrets qui définissent le mode de fonctionnement d'une entité. Voilà, donc c'est pourquoi je pense les artistes ne touchaient pas leurs droits d'auteur. Mais une fois les décrets ont été pris, donc ils ont été pris en 2006. Ce qui a tout faussé, c'était l'ANPAC, parce qu'on lui a confié la mission de mettre en place le Bugada. On lui a donné de verser des subventions dès la création de la mise en place de l'ANPAC. Non, dès 2006, on a confié à l'ANPAC la mission de mettre en place le Bugada. Donc ils n'ont pas pu le faire. C'est plutôt le chef de l'État qui s'est accaparé de la situation pour créer personnellement, par décret, le Bugada. Donc, voilà. D'une certaine manière, on va dire qu'il y a une mauvaise gestion autour des fonds qui ont été décaissés. Est-ce que vous n'avez pas, vous, en tant qu'artiste, demandé une audite autour justement de cette question-là? Demander une audite de l'ANPAC et peut-être des anciens gestionnaires. Bon, disons que l'ANPAC est fermé aujourd'hui. Il faudrait plutôt qu'on reparte dans les archives pour voir comment faire pour une certaine audite. Mais je crois que les autorités écoutent. Et puis, il est tout à fait normal que les artistes réclament cela. Maintenant, de quelle manière, ça, la question reste posée. Alors, lors justement de la deuxième session, on va dire, du conseil d'administration, le mois de janvier a été le mois dédié qui devait faire en sorte que les artistes perçoivent au moins leurs droits d'auteur. Est-ce que vous avez déjà une date exacte de ce versement de droits aux artistes? Pas du tout, simplement parce que on nous avait promis en décembre, donc avant la Noël. On espérait beaucoup parce qu'on voulait acheter des jouets à nos enfants et puis passer aussi la bonne année comme tout le monde. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui le 16, je crois, le 16 janvier, toujours rien. Bon, on attend. Voilà, je peux rien vous dire, on attend. Est-ce que vous avez une idée du montant qui serait justement versé? Oui, nous ne sommes pas d'accord du montant parce que nous pensons que, connaissant les chiffres, je vais être clair avec vous. Vous avez par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que RTL Gabon, par exemple, ou Gabon Télécom, paye un forfait journalier de 15 francs par ligne. Donc sur la base d'1 million d'abonnés, RTL devrait payer 15 millions par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous faites le calcul, pour toute l'année, le montant s'élève à 5 milliards 400 millions pour RTL Gabon et pour Gabon Télécom. Donc quand on additionne les deux montants, nous avons 10 milliards 800 millions. Et sachez aussi que les textes prévoient une autorépartition. C'est-à-dire que les artistes ont droit à 60%, le fonctionnement du Bugada 30% et le service social du Bugada 10%. Donc, dans les 10 milliards 800 millions, pour ne citer que ces deux maisons de téléphonie mobile là, nous espérons avoir nos 6 milliards. 6 milliards correspondent à 60%. Alors, quel artiste est vraiment, on va dire, habilité à percevoir ses droits d'auteur? Et quelles sont justement les conditions relatives à cette répartition-là? Est-ce que c'est forcément le fait d'aller en studio, sortir une musique et puis se prévaloir justement, la possibilité de réclamer ses droits? Est-ce qu'il suffit d'aller dans un studio, faire un clip vidéo et percevoir des droits d'auteur? Comment ça se passe exactement? Voilà, vous êtes artiste. Vous déclarez vos œuvres au Bugada. Une commission siège pour homologuer vos œuvres. Si vos œuvres sont rejetées,
Sur la base des critères, forcément. Évidemment. Et quels sont ces critères? Les critères sont définis par le Bugada. Le Bugada qui choisit. Vous, en tant qu'artiste, vous avez quand même une connaissance de ces critères, plus ou moins? Non, moi, les œuvres ont été homologuées. Quand vos œuvres sont choisies, sont acceptées plutôt, mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. On vous appelle, vous déclarez vos œuvres, la commission siège, vos œuvres sont homologuées, ensuite on vous appelle cotiser 20 000 francs, et après on vous établit une carte de membre. Voilà, vous en devenez membre. Vous devenez membre de la maison de gestion collective. Mais ce n'est qu'après cela que vous pouvez prétendre revendiquer vos droits d'auteur. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il existerait un flou autour justement de la gestion? Ah mais oui, mais oui. La vôtre? Ah mais oui, parce que, bien sûr que oui, parce que ça fait 10 ans aujourd'hui, les droits d'auteur, le paiement des droits d'auteur doit se faire 2 fois par an. Donc, c'est l'article 83 du décret 452 qui nous rappelle cela. Donc, déjà 10 ans, une fois en 2018, le 15 février 2018, c'est grâce au ministre de l'époque, le ministre de la Culture de l'époque, M. Alain-Claude Bélimizé, l'actuel Premier ministre, qui a tapé du poing sur la table pour dire « faites quelque chose pour les artistes, sinon c'est trop ». Et ils nous avaient promis en disant « souvenez-vous de cette date, désormais, tous les 15 février, on doit pouvoir vous reverser vos droits d'auteur ». Malheureusement, dès son départ, plus rien. Et d'après vous, qui entretiendrait le flou derrière cette gestion? Là, il faut voir le directeur général du Bugada. C'est lui la seule personne qui a la signature du compte des artistes. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Voilà. Alors, un des responsables justement de la structure, Joël Éric Bekale, a été promu au poste de ministre délégué au transport. Aujourd'hui, comment devrait fonctionner, on va dire, l'entité après son nouveau poste aujourd'hui? Bon, il faut réorganiser le conseil, en ce sens qu'il faudrait simplement trouver quelqu'un d'autre pour le remplacement d'Éric Joël Bekale. C'est tout. Alors, est-ce qu'il existerait une part de responsabilité des artistes, on va dire, dans cette longue période, dans cette longue attente justement de la perception de vos droits? Est-ce que vous aurez une part de responsabilité? Un peu oui, parce que les artistes sont un peu bouche cousue et ils revendiquent pas leurs droits. Ils ont un peu peur en pensant que c'est pas de la politique, c'est l'État qui nous donne le droit de toucher nos droits d'auteur par des textes, bien entendu. Donc nous devons utiliser ces textes-là pour revendiquer nos droits d'auteur. Voilà pourquoi je dis que les artistes sont un peu complices dans ce qui leur arrive. Voilà. Et beaucoup, lors de la nuit des talons, ont pu être, on va dire, plus ou moins récompensés par les autorités gabonaises. Est-ce que ça ne fait pas aussi déjà office de soulagement par rapport à tout ce que vous attendez aujourd'hui dans ce cadre Oui, mais je félicite d'ailleurs l'État qui a pensé, ou le chef de l'État qui a pensé à mettre en place, enfin, à faire cet événement-là. Mais il est vraiment mieux, alors je dis mieux, de faire tout ce qu'il faut pour que les droits d'auteur soient payés. C'est le seul moyen pour nous de pouvoir avoir quelque chose pour nous permettre aussi de vivre. C'est ça. Les droits d'auteur, c'est encore mieux. Alors parlons-en maintenant un peu des activités de votre association, l'association des artistes gabonais. Comment se déroulent les activités au sein de votre plateforme? Nous avons un calendrier. Nous travaillons nous avons toutes les 2 semaines des rencontres dans notre fief, dans notre siège, et on discute de beaucoup de choses. Et évidemment, nous sommes vraiment pris par la question du droit d'auteur parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et puis nous travaillons pour mériter quelque chose. Bon, nous sommes inscrits au Bugada. Moi, personnellement, je suis au Bugada. Tous les gars de la saga sont membres du Bugada. Donc, on n'est pas membres parce qu'on nous a cooptés. Non, nous sommes membres parce que nous avons été... nous avons été homologués par le Bugada. Nous avons des cartes et nous ne comprenons pas pourquoi maintenant on ne peut pas entrer en possession de nos droits d'auteur. Et quel est votre rôle et votre mission dans la saga? Le rôle de la saga, son rôle et ses missions. La saga a pour rôle principal d'abord d'éduquer, parce que des artistes, il y en a qui ne comprennent pas grand-chose sur la question du droit d'auteur. Et évidemment, de revendiquer nos droits dans tous les domaines. Vous avez des peintres, vous avez des sculpteurs, vous avez des musiciens, etc. Chacun dans son domaine précis
doit pouvoir se regrouper on doit pouvoir se regrouper par corporation pour revendiquer notre droit d'auteur. Et peut-être une dernière question, combien de membres aujourd'hui compte votre association? Combien de membres, c'est-à-dire des artistes? Oui, près de 60. Près de 60, oui. Peut-être un dernier mot à l'endroit justement de cette attente-là. Oui, je demande vraiment aux autorités de nous aider parce qu'il y a des problèmes. Les femmes divorcent, les enfants ne vont pas à l'école, les locataires, ceux qui louent, sont délogés parce que... Et puis il y en a qui vivent chez les parents. C'est difficile pour les artistes en ce moment. Il faut que l'État fasse quelque chose maintenant pour qu'on puisse avoir de quoi vivre. C'est ça le cri du cœur. Et j'appelle tous les artistes qui ont des œuvres à aller au Bugada déclarer leurs travaux. Voilà. Jean-Marie Edom, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. C'est moi qui vous remercie. À l'intérieur du pays, plusieurs jeunes se lancent dans l'auto-emploi, une manière de se prendre en main et faire face à la question du chômage. C'est le cas du jeune Harim Mboyi qui a choisi le secteur de la restauration pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. La découverte avec Wilson Wobakassa. Derrière cette fumée blanche, se cache l'esprit entrepreneurial de ces jeunes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Rencontré ici au quartier Mingara dans le 4e arrondissement de la commune de Franceville, le jeune Harim semble avoir assimilé le bien fondé du message des plus hautes autorités du pays. Nous sommes dans la vision du chef de l'État. Il a dit c'est un jeune, un métier, mais nous on a baptisé notre structure un jeune, un poulet. C'est-à-dire, peu importe votre localité, votre zone, si vous êtes à Matebele, Mbaya, il y a un poulet qui vous est affecté ici. Déterminé à satisfaire sa clientèle à travers cette activité, ce jeune compatriote nous partage sa motivation. Le chef de l'État, c'est vrai, il a dit un jeune, un métier. C'est vrai que tous on ne peut pas intégrer dans les entreprises. Voilà, donc nous, il y a d'autres qui sont destinés à être des employés, mais nous on a décidé d'être des employeurs. Donc c'est déjà se débrouiller. C'est pas comme si j'ai pas fait les études, j'ai fait les études, mais j'ai pas voulu rester les bras croisés et mener ma petite activité et de pouvoir subvenir à mes besoins et de ma famille. Malgré cette volonté, ce dernier fait face aujourd'hui à quelques difficultés. Oui, bon, on va dire ça marche, mais le coût des achats au marché, les prix sont aléatoires. Aujourd'hui, ça peut être 15 000, ça monte à 17 000, c'est là où c'est un peu difficile. Mais sinon, la clientèle, ça va quand même, on ne s'en mêle pas. On arrive quand même à survivre avec. Vivement que d'autres jeunes suivent l'exemple de cet étudiant qui a décidé de se mettre à son propre compte. Des avis divergent autour de la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections entre les partis de la majorité et de l'opposition. Pour d'aucuns, ce bureau devrait voir le jour après la concertation nationale. Pour beaucoup, pour d'autres, il serait mieux de pouvoir respecter la date indiquée par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Des précisions dans ce reportage d'Alexandre Baoundo. La classe politique gabonaise va-t-elle trouver un modus vivendi sur le renouvellement du Centre gabonais des élections? La question vaut son pesant d'or au regard des avis divergents autour du renouvellement de cette institution. Pour une partie de l'opposition gabonaise, la mise sur pied de cette entité devrait être la résultante de la future concertation. Donc, je suis surprise qu'aujourd'hui, vous nous annoncez que le renouvellement subitaire, bien sûr, la Cour constitutionnelle avait rendu une décision fixant le renouvellement à un mois. Mais entre-temps, le chef de l'exécutif a accepté d'organiser la concertation sur les élections, sur l'organisation des élections. Le chef de l'exécutif, c'est la clé de voûte des institutions. Donc, vous, en tant que ministre de l'Intérieur, directement concerné par l'organisation des élections, je pensais que vous devriez faire le lien avec cette demande et les demandes contenues dans les différents mémorandums qui vous ont été déposés. Un avis que ne partage pas forcément le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Pour celui-ci,
il y a urgence. Mais nous nous souvenons encore du dialogue d'Angondje. Si après la concertation, il y a des dispositions qui nécessitent que les lois soient modifiées, cela prendra un certain temps pour pouvoir modifier les lois. Or, nous avons quand même un certain nombre de dossiers, comme celui de Limongo, qui ne peuvent pas attendre indéfiniment. Autre fait marquant, et pas des moindres, la présidence du CGE doit revenir à la société civile, notamment à l'Église, selon le président du FPG, Gérard Elangema. Que le CGE soit confié à Monseigneur Ibaba. Parce que Monseigneur Ibaba, c'est un homme de l'Église catholique. Et les autres membres du CGE doivent être composés des autres grandes confessions religieuses. Face à ces opinions discordantes, l'on est en droit de se demander si le Centre gabonais des élections verra le jour par rapport au délai indiqué par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, comme disent les Anglais, wait and see. Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, a été reçu par le chef de l'État gabonais au palais de rénovation. Objectif, prendre des orientations de l'institution qu'il dirige. C'est un reportage de la presse présidentielle. En tant que clé de voûte de toutes les institutions et dans le cadre des consultations régulières, le président de l'Assemblée nationale est venu échanger avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il était question pour Faustin Boukoubi de venir recueillir des orientations quant à la parité du système électoral des échéances à venir. Nous faisons un tour d'horizon sur l'actualité politique nationale et nous avons parlé particulièrement de la proposition annoncée par le président de l'Assemblée nationale susceptible d'instaurer la parité dans notre système électoral. Et donc, il a apprécié les contours de cette proposition et il nous a encouragés à la finaliser. Pour la bonne marche des élections, le président de la République a instruit le président de l'Assemblée nationale d'accélérer la cadence pour l'adoption des dispositions légales susceptibles de concourir à l'amélioration du processus électoral. Abordons à présent la page étrangère de cette édition d'information. Le nombre de femmes kidnappées jeudi et vendredi au Burkina Faso par des groupes djihadistes s'accroît. Il serait passé de 50 à 80 femmes, relèvent les autorités du pays. Une situation préoccupante. C'est un récit signé Leslie Lanaka. Le communiqué des autorités burkinabées publié hier dénombrait une cinquantaine de femmes enlevées par des groupes terroristes en 2 vagues dans la localité d'Arbinda, d'après le témoignage de 4 d'entre elles qui ont pu échapper à leurs ravisseurs. D'après un autre témoignage d'un habitant chargé d'aider à la sécurisation de la commune d'Arbinda, ce sont 3 groupes de femmes enlevées au lieu de 2. Elles auraient été kidnappées dans 3 localités, Boukouma, Ourougoudou et Triendi. Le 3e groupe aurait été enlevé le lendemain à 8 km d'Arbinda. Il s'agirait d'une vingtaine de femmes, également en chemin pour la cueillette, n'ayant pas l'information du premier kidnapping. Cette situation apparaît comme une nouvelle stratégie employée par ces groupes islamistes en vue de déstabiliser les hommes engagés dans la lutte contre le terrorisme dans cette partie du pays. C'est une première qu'on voit un enlèvement de plusieurs dizaines de femmes. Et quelquefois, on avait enregistré des cas isolés, mais elle arrivait plus ou moins à se déplacer plus que les hommes. Mais aujourd'hui, la situation elle est préoccupante. Ce genre d'enlèvement est une première depuis que les groupes islamistes ont été signalés dans la région. Et cela intervient aussi dans un contexte où de plus en plus il y a une augmentation des violences basées sur le genre, des agressions sexuelles qui sont commises par les groupes armés non étatiques et extrémistes. Les recherches et investigations entreprises par l'armée et ses forces supplétives sont sans succès pour l'instant. Il faut rappeler que la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso, dont fait partie la commune d'Arbinda, est depuis 2015 plongée dans l'insécurité
sous blocus des groupes djihadistes. Cap en Somalie à présent, le pays en nouveau endeuillé ce week-end. Un attentat des islamistes Shebab a fait au moins 8 morts dans la province de Hiran. Mais le fait marquant ces derniers mois, c'est que pour la première fois depuis 15 ans, les groupes Shebab reculent sur le terrain et ont été chassés par les États du centre. Sidel Adiman. Les cantines de rue, communément appelées cookeries dans les quartiers populaires de Freetown, la capitale sierra-léonaise, sont des institutions. Les gens qui tiennent ces stands, principalement des femmes, forment comme l'épine dorsale de la ville. Ils la font manger parce que beaucoup de monde n'a pas ce qu'il faut pour cuisiner à la maison. Le prix des principales denrées, le riz, l'huile de cuisson, les oignons, le sucre et la farine a quadruplé. Des plats qui coûtent à peu près 400 francs CFA, quand un repas préparé à la maison coûterait 22 fois plus. Cet endroit est très important parce qu'il est proche des clients et certains d'entre eux n'ont pas d'argent pour aller au marché, acheter et préparer un repas pour leur famille. Mais ils peuvent avoir assez d'argent pour venir dans mon établissement, emmener leur famille et prendre un repas ou un déjeuner et ils se sentent à la maison. L'inflation est le mot de tous les maux dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. En novembre, dernière statistique disponible, les prix avaient augmenté de 35% sur un an. Selon les données officielles, le coût de la nourriture, lui, a augmenté de 43% sur un an. Les affaires sont très mauvaises ici parce que chaque jour, le prix change. Comme ça, c'est passé de 420 à 440. Vous achetez quelque chose aujourd'hui, le lendemain, le prix s'envole. Les prix ne sont pas normaux. Nous souffrons tellement et nous avons le loyer et toutes ces choses à faire. Cette condition économique vient toucher une population déjà vulnérable. La Sierra Leone se remettait de la guerre civile de 1991 à 2002 et de l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016, quand ils ont été frappés par la pandémie de Covid-19, puis par les conséquences de la guerre en Ukraine. La Cherté de la vie a contribué en août à des affrontements qui ont fait officiellement 31 morts dans différentes villes. Il était plutôt question de la Sierra Leone où les populations se nourrissent dans des restaurants de fortune pour faire face à la question de cherté de la vie. Sport à présent dans cette édition d'information, fin de la première journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations Total Energy 2023. Si le pays hôte, l'Algérie, a réussi à son entame de la compétition, cela n'est pas le cas des autres favoris. Herman Malaga nous en dit plus. C'est la grande fête depuis le début de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Total Energy Algérie 2023. Malgré l'absence du double tenant du titre, le Maroc, le CHAN à l'issue de la première journée de la phase de groupe s'apprécie sur une note satisfaisante. L'ouverture de la compétition le 13 janvier dernier, avec ce derby d'Afrique du Nord, Algérie-Libye, a vu la victoire de l'Algérie, pays hôte, sur son adversaire 1-0, grâce à une réalisation de l'attaquant de l'US Alger, Maillot sur pénalty à la 47e minute de jeu. Sur l'ensemble des 7 matchs disputés, 7 cartons jaunes ont été brandis, contre 0 carton rouge. En termes de buts marqués, la compétition enregistre déjà un total de 12 buts inscrits. Et le match le plus prolifique de cette première journée de la phase de groupe est le duel entre le Mali et l'Angola, qui s'est soldé sur le score de 3 buts partout. Un résultat qui place leurs équipes en tête du classement des meilleures attaques de ce CHAN 2023. Tandis que l'Algérie, le Sénégal et le Cameroun sont classés actuellement meilleure défense de la compétition. La suite du CHAN avec la deuxième journée s'annonce tout aussi intéressante que le début de cette compétition, avec des rencontres faites de surprises comme la défaite du Ghana, 2-1 face à Madagascar, lors de la première journée. Parmi ces rencontres, l'Algérie, le pays hôte, croisera le fer face à l'Éthiopie. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront respectivement opposés à l'Ouganda et la RDC, pendant que le Ghana devra se relancer dans la compétition face au Soudan ce jeudi 19 janvier 2023 à 20h. La fête du football africain se poursuit avec toutes les rencontres de cette deuxième journée du CHAN 2023. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. À demain, 20h.